Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va commencer par vous présenter un rôle modèle. Il est neuroscientifique, entrepreneur et pionnier de l'intelligence artificielle à la croisée des sciences cognitives et de la technologie. Vous allez voir, il explore les possibilités de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes complexes et surtout faire avancer la compréhension de l'intelligence humaine. On vous en parle dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech, c'est Benoît Grunemwald qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler ? Aujourd'hui, on va parler de deux applications qui sont très utiles et que l'on devrait certainement avoir tous sur nos smartphones. Ah là là, suspense, on voit ça avec vous dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Les décodeuses forment gratuitement des femmes au métier du code et de la cybersécurité avec un objectif, vous allez le voir, leur ouvrir les portes d'un secteur qui embauche mais qui reste encore trop largement masculin. Ensemble, on va donc parler opportunités, obstacles à surmonter et surtout solutions pour faire bouger les lignes. Car si l'avenir est numérique, il est surtout et d'abord, avant tout, numérique et plus inclusif. J'ai déjà dit numérique 2 fois, mais c'est pas grave. Vous êtes là, Aurélie Garnier-Brun, vous êtes directrice des partenariats chez Décodeuse. Bonjour. Bonjour Philippe. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'école du futur. On va en parler dans un instant, on a hâte. Place au focus. Focus donc d'abord sur un rôle modèle. C'est l'un des nouveaux lauréats du prix Nobel de chimie 2024. Grand amateur d'échecs mais également de jeux vidéo. Il est à l'origine de DeepMind, une entreprise appartenant à Google. Demis Hassabis compte aujourd'hui parmi les pairs de l'intelligence artificielle et il est notre rôle modèle du jour, signé aujourd'hui Dylan Kohler. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Chemistry to Demis Hassabis and John Jumper, Google DeepMind, United Kingdom, for protein structure prediction. Il est l'un des 3 prix Nobel de chimie 2024, focus aujourd'hui sur le Britannique Demis Hassabis. Né à Londres d'un père grec chypriote et d'une mère singapourienne, il est l'un des pionniers en matière d'intelligence artificielle. Passionné depuis tout jeune par le jeu d'échecs, il se distingue parmi les meilleurs joueurs mondiaux de sa catégorie à l'âge de 13 ans seulement. Dans son adolescence, il ira même jusqu'à remporter 5 fois le Pentamind, championnat reconnu mêlant divers jeux de société. Doté d'un fort intérêt pour les processus de pensée et l'imagination humaine, il suit des études de neurosciences à l'University College de Londres. Il commence sa carrière dans le jeu vidéo alors qu'il est encore étudiant, en travaillant pour le studio de production Bullfrog, avant de fonder son propre studio, Elixir. Il voit entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain des similitudes à explorer, et après son doctorat, il cofonde DeepMind, l'entreprise spécialisée dans l'utilisation de l'IA et rachetée par Google en 2016. La même année, DeepMind fait alors sensation quand son programme AlphaZero vient à bout du champion du monde du jeu de Go. Depuis quelques années maintenant, c'est le domaine de la chimie sur lequel se concentre Demis Hassabis. Épaulé par son collègue John Jumper, également lauréat, leur programme d'IA, dit AlphaFold, a permis de prédire virtuellement toutes les structures possibles des protéines. Une avancée majeure qui se voit récompensée début octobre 2024. Récompense qui ne pourra que le motiver davantage dans la poursuite de ses recherches, lui pour qui l'IA se veut déjà être la technologie la plus bénéfique à l'humanité. Allez, autre chose maintenant. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans les métiers du numérique ? C'est une question qu'on se pose régulièrement sur le plateau. On va continuer à se la poser pour essayer de comprendre justement pourquoi les femmes, notamment des quartiers prioritaires et populaires aussi, sont encore plus éloignées de ces carrières d'avenir. On va parler inclusion, formation, avenir avec une invitée qui a décidé de bousculer les codes au sens propre comme au sens figuré. Vous allez voir le petit jeu de mots tout de suite dans la première partie du talk. Bousculer les codes parce qu'on va parler des décodeuses aujourd'hui avec vous, Aurélie Garnier-Brun. Vous êtes la directrice des partenariats donc chez Décodeuse. La fondatrice de Décodeuse avait dit dans ses interviews récentes avoir découvert le code un peu par hasard. Ce qui m'intéresse aujourd'hui pour démarrer cette interview, c'est d'abord qu'est-ce que c'est que les décodeuses et pourquoi justement, qu'est-ce qui lui a donné envie quelque part de créer les décodeuses, d'en faire un projet entrepreneurial, d'en faire surtout bénéficier les autres femmes.
Alors, Décodeuse, on est un organisme de formation et on forme donc les femmes spécifiquement de quartiers prioritaires au métier de la tech. D'accord. Cette année, on se spécialise sur 2 secteurs en particulier, le secteur de la cybersécurité et tout ce qui va être code et développement d'applications. L'idée, c'est de voir comment est-ce que de l'extérieur, c'est vrai que l'enjeu de la tech, l'enjeu du numérique, ça paraît être de l'entre-soi. Oui. Comment est-ce qu'on y accède? Est-ce qu'on a notre place? C'est vrai qu'en tant que femme, et peut-être d'autant plus en tant que femme des quartiers prioritaires, il y a peu de gens qui nous ressemblent dans ces carrières-là. Et ce que Swat Boutegrabé, la fondatrice de l'association, a découvert, c'est qu'une fois qu'on arrive à y pousser les portes, il y a de la place, il y a de l'espace et on peut s'y épanouir. Mais tout l'enjeu reste comment est-ce qu'on arrive à franchir cette première porte qui reste essentielle pour accéder à ces métiers-là. C'est pas évident, hein. C'est une question qu'on se pose effectivement et je l'ai dit régulièrement ici, d'ailleurs avec vous aussi, Benoît. Vous avez commencé vos ateliers dans des endroits, justement, j'en parlais, des quartiers populaires, prioritaires aussi, notamment à Belleville, c'est ça? Absolument. Pourquoi? Eh ben, tout a commencé de façon assez spontanée avec donc Swat Boutegrabé, la fondatrice, qui s'est mis à s'initier un petit peu au code. Comme justement, il n'y avait pas forcément de voie vers ce secteur qui pouvait lui être accessible. Elle y a mis un peu les mains dans le cambouis elle-même. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait s'auto-former et voir comment est-ce qu'elle pouvait aussi former des femmes de son quartier. Donc ça a commencé de façon très organique à Belleville, en plein cœur d'un quartier prioritaire. Et de voir comment est-ce que c'est des espaces qui peuvent se créer pour justement rendre le milieu de la tech, le milieu du code plus accessible. Donc ça a commencé de façon très, très spontanée pour répondre à un besoin qui était très concret et très réel. Effectivement, l'accessibilité, l'inclusivité aussi. D'ailleurs, beaucoup de vos formations sont gratuites. Comment vous financez tout ça ? Absolument. L'accessibilité, le cœur de l'accessibilité, c'est aussi que ça puisse être proposé de façon gratuite pour pouvoir inclure le plus de profils sans discrimination sur le milieu socio-économique, par exemple. Oui. On est donc un organisme de formation et une association. On a un double statut et on est une association parce qu'on est donc dépendante de financement, que ce soit de fondations d'entreprises, mais aussi de financement public pour pouvoir proposer justement nos programmes de façon accessible, de façon gratuite. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à nouer des partenariats avec des entreprises. On essaye de les travailler de façon toujours plus 360. Donc nous, ça nous intéresse beaucoup de travailler par exemple avec des entreprises du secteur de la tech, mais on travaille aussi très bien avec BNP Paribas par exemple sur les enjeux de cybersécurité ou avec L'Oréal, avec leur fonds L'Oréal pour les femmes. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à travailler avec les entreprises avant, pendant et après nos formations. Avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier avec elles où sont les besoins. Pour rester pertinente sur le recrutement, quels sont les besoins des entreprises, quels sont les métiers en tension, quel secteur, où est-ce que ça recrute principalement. Ensuite, on va prendre ça en compte pour adapter justement les thématiques de nos formations. Pendant, on va faire en sorte d'impliquer les entreprises dans le cursus de formation, c'est-à-dire qu'on va faire appel, par exemple, à des collaborateurs, collaboratrices pour venir animer des ateliers à travers du mécénat de compétences, que ça soit des ateliers techniques, mais aussi des ateliers, par exemple, RH, comment est-ce qu'on prépare un entretien d'embauche, comment est-ce qu'on travaille son CV, pour justement, là encore, accompagner les femmes qu'on forme vers l'emploi. Et enfin, dernier aspect, et pas des moindres, l'insertion professionnelle. Comment est-ce qu'on va aussi travailler avec les entreprises pour ouvrir les portes des métiers de la tech de façon concrète aux femmes qu'on forme. Donc on comprend que c'est un accompagnement qui est quand même sacrément complet, aussi 360 degrés. Est-ce que les décodeuses et les femmes qui suivent vos programmes, tout ça, ça représente un vivier de talent pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez ? Absolument, et c'est là où l'enjeu de la mixité, de la parité prend aussi tout son sens. Bien sûr qu'on peut penser ces questions-là sous des questions de valeur, mais il y a aussi des questions très concrètes. C'est des équipes, les équipes diverses sont des équipes qui sont très riches, qui arrivent à résoudre des problèmes très complexes de façon plus fine, plus complémentaire. Et c'est ça aussi qu'on pousse pour les entreprises, avoir des équipes qui sont pluridisciplinaires avec des profils et des backgrounds divers. C'est aussi des équipes qui sont plus à même de pouvoir répondre aux enjeux de la tech. On le sait, les enjeux de la tech, c'est des enjeux qui sont de plus en plus complexes. La montée de l'IA, les enjeux de cybersécurité, c'est des questions qui sont essentielles. Et aujourd'hui, plus on va avoir des personnes et des équipes qui vont être diverses,
l'inverse, plus on va avoir une réponse aux solutions qui sera globale. Alors, vous parliez de cybersécurité tout à l'heure. On a un expert en cybersécurité justement sur le plateau, Benoît Grunemwald. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, les décodeuses ? Je suis fan. Ouais. Je suis fan dans la mesure où on voit bien ce que vous dites de la complémentarité des différents profils. Ça, c'est très important. On sait que les cybercriminels et les écosystèmes numériques sont de plus en plus complexes. Donc, pour pouvoir les appréhender, il faut des profils qui sont eux aussi complexes et surtout complémentaires et différents. C'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que on voit, nous aussi, la nécessité d'amener ces profils dans les entreprises pour les amener à grandir et amener à grandir ensemble l'entreprise et les différents profils. Les entreprises, aujourd'hui, elles comprennent que la diversité, c'est un enjeu au-delà de la communication derrière, mais que c'est un enjeu aussi pour ces sujets de cybersécurité, de numérique, de tech. Vous n'avez pas trop de mal à les convaincre ? Je pense la compréhension, elle est réelle, mais il y a tout un enjeu de comment est-ce qu'on accompagne les entreprises pour passer de la théorie à la pratique. C'est des enjeux qui sont très complexes et bien sûr que nous, les entreprises avec lesquelles on travaille, on les voit et on les sent très convaincus des enjeux qu'on porte et de voir aussi concrètement les résultats concrets que ça a aussi en termes d'impact sur la qualité du travail et les réponses apportées. Mais il y a vraiment un enjeu qui est très pluridisciplinaire de à qui est-ce qu'on parle. Nous, on ouvre peut-être souvent avec la RSE, les questions RH, mais comment est-ce que cette ouverture à la diversité, elle se fait à tous les niveaux. Comment est-ce qu'elle va se faire? Des recrutements, mais aussi au niveau très concret dans les équipes opérationnelles. Et il y a vraiment cet enjeu de comment est-ce qu'on pousse la première porte, mais il y a aussi l'enjeu de comment est-ce qu'on fidélise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ça va être des talents qui peuvent ne pas rester très longtemps en entreprise parce qu'on va peut-être se rendre compte vite qu'il y a un plafond de verre auquel on est confronté. C'est un enjeu qui est extrêmement courant au niveau de la discrimination femmes-hommes qu'il peut y avoir sur le lieu de travail. Donc, comment est-ce que nous, on peut aussi travailler avec les entreprises, là encore, à 360 pour essayer de lever les freins à tous les niveaux. Il y a vraiment cet enjeu de pouvoir passer de la théorie à la pratique. Et nous, décodeuses, on s'adresse aussi bien à notre public conforme, les femmes de quartier prioritaire, mais aussi aux entreprises, parce qu'on sait qu'elles veulent cette transformation. Tout le monde veut accueillir des femmes dans le secteur de la tech, mais concrètement, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est les questions. Effectivement, comment inverser la tendance? On va continuer à en parler avec vous. Dans un instant, Aurélie, d'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. C'est le meilleur d'Internet. Vous allez voir, images, vidéos, c'est le zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Aurélie Garnier-Brun, la directrice des partenariats chez Décodeuse. Avant de reprendre notre discussion, Aurélie, si vous le voulez bien, on passe à la chronique de Benoît qui a une idée derrière la tech. Benoît, vous pensez aujourd'hui que 2 applications doivent être installées par défaut sur tous les smartphones. L'une, c'est le 3018 de l'association e-Enfance dont on parle aussi régulièrement ici. Et l'autre, c'est Ma Sécurité du ministère de l'Intérieur. Vous nous proposez donc un tour d'horizon, une présentation de ces 2 applications. Et on va démarrer peut-être par Ma Sécurité. Comment est-ce qu'elle a été créée ? Eh bien, elle a été créée suite à un sondage mené auprès de 5000 personnes représentatives sur toute la population. Et c'est une application qui se veut destinée aux citoyens ultra connectés. Donc, quand on ouvre l'application, on choisit plusieurs thématiques. Il y en a 8 qui sont proposées, notamment la sécurité routière, l'aide aux victimes, la famille et bien sûr le numérique. Et puis, on entre son code postal, ce qui nous permet d'avoir des alertes ou des informations locales. On est tous les 2 hyper connectés. On va l'installer. Bon, dans cette application qui se veut accessible pour le plus grand nombre, sur quel type d'appareil cette application est disponible ? Alors j'ai envie de dire quasiment tous les appareils parce qu'elle est disponible sur iOS et sur Android. D'ailleurs, elle est disponible dans l'App Store et le Google Play Store. Sur celui-ci, elle a une note de 4,7. Ce qui est plutôt une bonne note. Et il y a eu plus de 100 000 téléchargements sur Android. Et elle a une note de 4,1 sur l'App Store. Et dans les avis, on voit que le monde réel rejoint le numérique parce qu'il y en a un qui dit « c'est très pratique, ça m'a permis de savoir où était ma voiture lorsqu'elle a été enlevée par la fourrière ». On voit bien que le numérique rejoint le monde réel. C'est toujours utile, c'est clair. L'objectif principal de cette application, c'est quoi ? Alors, c'est de renseigner et de donner accès à la fois aux agents, mais également à certains formulaires. C'est-à-dire qu'on va mettre à la disposition du grand public des conseils, des numéros utiles, des actualités en fonction des différentes thématiques que l'on aura choisies au début. Et ça sert aussi à faciliter les échanges avec la police et la gendarmerie et à apporter des réponses concrètes à des besoins des citoyens. Et c'est quoi la différence avec un site internet dans ce cas ? Et oui, effectivement, on peut se dire dans ce cas-là, je vais aller chercher sur le site internet. Eh bien, c'est un chat anonyme qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un policier ou un gendarme. Et bien entendu, c'est à utiliser en dehors des urgences. Mais c'est vraiment un regroupement qui est très pratique et qui évite surtout de chercher. C'est-à-dire que quand on installe l'application et qu'on fouille un peu dedans, eh bien, on va assez rapidement tomber sur des conseils qui nous éviteront d'aller chercher à droite ou à gauche. Alors, vous nous l'avez dit, le nombre de thématiques dans l'application est assez large. Zoomons sur peut-être le numérique. Qu'en est-il ? Oui, eh bien, on va y trouver des conseils à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Pour les entreprises, ce sont principalement des conseils contre des cyberattaques de type rançongiciel. Mais on va trouver pour les particuliers le permis Internet, des informations pour lutter contre les arnaques, se préparer. Perceval aussi, qui permet de lutter contre la fraude bancaire. Et Thésée, qui, elle, permet de lutter contre les escroqueries. Donc ça permet d'y voir plus clair dans la jungle des sites gouvernementaux et d'assistance, ce qui fait qu'on va être souvent redirigé vers le 17 cyber ou cybermalveillance.gouv.fr. 2 portails qui sont vraiment très pratiques, qui permettent d'assister les victimes. Et puis d'un autre côté, on va aussi pouvoir déposer une pré-plainte en ligne. Une seconde application est d'importance pour vous, on en a parlé en introduction, c'est celle qui est proposée par l'association e-Enfance. Cette application, le 3018, en référence au numéro court, et d'ailleurs dans l'application La Sécurité, on y fait référence, je crois. C'est quoi l'utilité de cette application Alors, c'est le pendant du 3018, donc le numéro court, vous l'avez dit, c'est le numéro national qui aide les victimes de harcèlement et de violences numériques. C'est une application qui est 100% gratuite et surtout confidentielle. Et son objectif premier, mais pas que, c'est d'apporter une aide en cas de harcèlement. Cette application, comme la précédente, on peut la trouver sur à peu près tous les appareils ? On la trouve sur toutes les plateformes, iOS, Android. Elle bénéficie d'une mise à jour régulière et elle est également très bien notée sur ces plateformes. Alors, vous dites que cette application, elle vise à apporter de l'aide en cas de cyberharcèlement. Est-ce qu'elle permet aussi d'agir avant cette extrémité ? Oui, mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Et l'application nous le permet. Elle permet notamment, grâce à un quiz qui s'intitule « Suis-je harcelé ?», de passer en 2 minutes différentes questions pour bien saisir finalement ce que c'est que le harcèlement, parce que parfois on peut se sentir mal, mais on n'a pas forcément les bons mots à mettre sur notre mal-être, et cette application va nous permettre de faire cela. Ça permet de prendre connaissance également de fiches conseils, de connaître ses droits, et puis de savoir comment agir. Si on se considère harcelé, est-ce qu'il est possible de rentrer par exemple en contact avec les aidants du 3018 ? C'est quoi les étapes ?
Oui, et d'ailleurs, le quiz n'est pas un prérequis. Ça permet juste de se connaître soi-même. Le contact se fait par chat ou par téléphone, comme au 30-18. Et ce sont des aidants qui sont disponibles 7 jours sur 7, de 9h à 23h, ce qui est quand même très large. Et ces professionnels écoutent sans juger et apportent des conseils pour pouvoir se sortir du cyberharcèlement notamment. D'accord. Alors, un autre outil qui est très utile, voire même nécessaire, bien sûr, c'est un coffre-fort qui permet de garder en ligne les preuves du harcèlement, justement, en ligne aussi. Pourquoi ça, c'est primordial ? C'est primordial parce que le 30-18 est tiers de confiance avec les réseaux sociaux, ce qui veut dire qu'elle va pouvoir, de manière sécurisée, récupérer des informations que l'on va lui transmettre, les preuves de cyberharcèlement, et les envoyer au tiers de confiance et ou les envoyer à la justice si nécessaire. Parfois, ils peuvent faire retirer des contenus de certains réseaux sociaux en moins d'1 heure. Ça s'appelle le 30-18 et Ma Sécurité, les deux applications au sommaire et au cœur de votre chronique, Benoît. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, et puis on va lancer ensemble tous les trois la deuxième partie du talk. Et on est toujours avec notre invitée en plateau, Aurélie Garnier-Brun, directrice des partenariats chez les Décodeuses. Et justement, chez les Décodeuses, pour faire le lien avec la chronique de Benoît, vous soulignez que seulement 8% des demandeuses d'emploi s'orientent vers les métiers du numérique. Ça veut dire que, parce qu'on a parlé en première partie du sujet peut-être de l'extérieur, de la société qui porte un regard, un plafond de verre aussi sur ces femmes qui veulent s'engager dans le numérique, mais il y a aussi ce sujet de confiance en soi et de se dire qu'on peut se lancer dans le numérique et que ça, c'est aussi possible pour nous, les femmes, et encore plus pour les femmes qui viennent des quartiers populaires ou prioritaires. 8%, c'est rien. Absolument. Le chiffre, c'est donc 8% des femmes de quartiers prioritaires qui s'orientent vers le numérique. C'est 2 fois moins que la moyenne, tout quartier confondu en France. Donc il y a vraiment un enjeu non seulement de sous-représentation des femmes dans le secteur du numérique et de la tech, mais aussi des femmes de quartiers prioritaires. Donc là encore, on s'adresse à une diversité de personnes pour s'assurer de ces enjeux de représentation. Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu qui sont représentées ? Généralement, ça va être des femmes qui sont très orientées vers des métiers plutôt du care, donc des métiers de soins ou d'aide aux autres, qui sont des métiers qui sont très précaires, peu rémunérés, qui peuvent avoir des vrais impacts sur la santé physique comme mentale. Donc nous, l'idée, c'est qu'il y a tout un volet d'aller vers qu'on fait en amont de nos formations, de voir comment est-ce qu'on arrive à sensibiliser aussi ce public aux enjeux de la tech. On ne peut pas attendre d'un public qui s'oriente vers la tech s'il n'est pas au courant de quels sont les enjeux, quels sont les débouchés, et même qu'on puisse s'identifier comme pouvant travailler dans ce secteur-là. Donc on fait beaucoup de sensibilisation en amont auprès de notre public, et notamment pour déconstruire peut-être beaucoup d'idées reçues, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, de voir comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ce soit des femmes qui réussissent à se projeter vers le secteur du numérique, parce qu'elles en ont absolument toutes les compétences, et souvent en discutant avec elles, on se rend compte qu'elles ont déjà mis les mains dans des enjeux tech, elles ont peut-être déjà codé le site internet, etc., de façon peut-être très spontanée, et de voir comment est-ce qu'on peut aussi le valoriser à travers nos formations. Ça aussi, c'est important, effectivement. Alors, Benoît, vous nous avez parlé de cette application 30-18 de l'association e-Enfance. Vous avez aussi mené, Aurélie, chez les Décodeuses, une campagne contre les cyberviolences qui vise à mettre les femmes au cœur des solutions de cybersécurité. C'est quoi les principaux messages que vous vouliez faire passer avec cette campagne ? Absolument, c'est une campagne qu'on a menée fin janvier, notamment à l'occasion du Safer Internet Day et de la Journée internationale des filles et des femmes dans la science, donc le 11 février. Ouais. Et le cœur du message, c'était de mettre en comparaison les amendes qu'on peut recevoir lorsqu'on fait du téléchargement illégal. Ça va vous rappeler des souvenirs, notamment au moment de la loi Hadopi. Et en contraste, le peu de sanctions, voire l'absence de sanctions qu'il y a lors de cyberharcèlement. Donc l'idée, c'était de pouvoir partir de cet angle-là pour mettre en avant l'impunité auxquels font face les agresseurs, les auteurs de cyberharcèlement. Et le cœur du message, c'était aussi de pouvoir mettre en contraste le fait que
les femmes sont les plus grandes victimes des faits de cyberviolence, vous en parliez, mais elles ne sont pas au cœur des solutions aujourd'hui. Oui. On estime que c'est environ 24% de femmes qui sont aujourd'hui dans le secteur du numérique et de la tech. Ce chiffre est divisé par 2 sur les enjeux de cybersécurité. Donc là où les femmes sont le plus concernées par les enjeux, elles sont le moins représentées à la table des solutions. Donc c'est vraiment tout ça aussi le cœur de l'ADN et du message qui est porté par Décodeuse, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les solutions soient plus efficaces, parce que c'est aussi les personnes qui en sont les principales concernées qui sont à l'espace de construire ces solutions-là. Vous avez notamment accompagné Alia, 16 ans, dans la création d'une application contre le cyberharcèlement. On en a parlé de son aventure il y a quelque temps sur le plateau de l'École du futur. Est-ce que vous pensez justement que cette nouvelle génération, elle est un peu plus consciente, sensibilisée sur ces enjeux du cyberharcèlement, notamment féminin? Absolument. Déjà, c'est une génération qui a grandi avec Internet, avec la tech, donc on n'a pas du tout le même rapport à ces espaces-là, aux enjeux qui peuvent en découler. Pour autant, nous, on accompagne vraiment des femmes qui sont en reconversion. J'insiste parce que typiquement, la reconversion, c'est pas forcément les profils les plus attractifs sur le marché du travail. Déjà, juste d'être en reconversion, c'est un premier frein auquel les femmes conformes doivent faire face. Pour autant, on est persuadé que les profils en reconversion, tous âges confondus, c'est des profils qui sont extrêmement riches et qui sont aussi nourris d'autres expériences qui sont, même de façon indirecte, tout à fait valorisables lors de leur entrée sur le marché du travail après une formation décodeuse au métier de la tech. Donc il y a vraiment cet enjeu, comment est-ce qu'on arrive à parler à toutes les femmes? Il y a beaucoup de travail qui est essentiel à faire de sensibilisation dans les collèges, dans les lycées, mais il y a aussi comment est-ce qu'on travaille au niveau de l'enseignement supérieur. Mais il y a aussi, du coup, cette dernière étape, là où nous, on se situe, plutôt au niveau de l'entrée sur le marché du travail et qui, là, concerne absolument toutes les femmes, quelle que soit leur étape de parcours professionnel, de dire les portes des entreprises doivent s'ouvrir à tous les types de profils, tous âges confondus, jeunes et moins jeunes. De tous ces enjeux-là, est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez participé d'ailleurs au sommet sur l'IA à Paris qui a eu lieu il y a quelques semaines? Alors, on a pu y participer brièvement. C'est vrai que ce qui peut ressortir de ce sommet, c'est de voir comment est-ce que les questions de l'IA, qui sont des questions absolument essentielles et qui ont d'ailleurs des gros impacts en termes de diversité et inclusion. On pense notamment à tous les recrutements qui vont être accompagnés et qui le sont déjà accompagnés d'IA. Comment est-ce que l'IA, on limite aussi les biais Bien sûr. Et les discriminations qui sont aujourd'hui dans notre société, comment est-ce que ces biais-là ne sont pas amplifiés et reproduits par l'IA? Je pense que c'est très important, quand on pense à l'IA, de penser bien sûr aux entreprises et aux enjeux économiques qu'il y a derrière, mais de voir aussi comment ça se répercute au niveau de notre société et quelle place peuvent avoir aussi les organisations de la société civile, les associations, les organismes de formation, les spécialistes de profils justement encore considérés comme atypiques et à la marge. Comment est-ce que tout le monde peut avoir voix au chapitre sur les enjeux de l'IA? On sait que c'est les femmes qui vont être le plus impactées dans la suppression des emplois générés par l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on intègre aussi les femmes dans cette réponse et comment est-ce qu'on les accompagne vers l'utilisation de l'IA et la maîtrise de cet outil? Alors ça, c'est un sujet effectivement qui vous tient à cœur, parce que vous alertez depuis quelques semaines déjà sur la disparition de nombreux métiers, notamment exercés par des femmes, en raison du développement de l'intelligence artificielle. Compte tenu de ça et de ce constat que vous faites, à quoi va ressembler le monde du travail dans 5, 10, 15, 20 ans, à l'ère où l'intelligence artificielle est partout? Est-ce que vous pensez que justement l'IA n'est pas forcément un moyen de mettre en avant les femmes et de les aider justement à prendre possession de ces métiers du numérique, mais plutôt en fait un danger? Absolument, l'IA en fait c'est un outil. Donc ce qu'on fait de cet outil, c'est nous en tant que société qui le décidons collectivement. Et c'est pour ça que chez Décodeuse, là encore, on appelle les entreprises à toujours plus travailler sur l'inclusion de différents profils pour générer des outils et des solutions avec l'IA qui soient le plus représentatifs des différentes composantes de la population active aujourd'hui en France. Se priver
de toute la force de travail que représentent les femmes, c'est aussi se priver d'énormément de talents. On se prive de 50% de la population dans le numérique. Aujourd'hui, les enjeux sont tels qu'on ne peut pas se le permettre. Donc, je regardais les chiffres, McKinsey établit qu'on aurait un gain de 10% de PIB en France si on arrivait à la parité numérique. Donc même si on le regarde d'un point de vue uniquement financier, on a tout intérêt à atteindre la parité dans le numérique, là encore, en termes d'efficacité et en termes de productivité et d'enjeux positifs sur le PIB de la France. Bon, il n'y a plus qu'à, comme on dit. On y travaille fort. Vous y travaillez fort. Bon, merci en tout cas pour ce que vous faites. Merci aussi d'être venu sur le plateau de l'École du Futur. Je rappelle, Aurélie Garnier-Brun, directrice donc des partenariats chez Décodeuse. Très belle association. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Benoît, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à Édouard Deniau d'avoir produit cette émission, ainsi qu'à la régie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Et puis comme tous les jours, oui, et avec nous, ensemble, on sera toujours là, d'une manière ou d'une autre. Dès demain, dès 12h30, toujours sur Scoop TV, on se retrouve. D'ici là, passez une très bonne journée.